Chers élèves, bonjour. Alors, j'ai changé de technique pour me filmer. Là, je me filme avec l'ordinateur, donc la qualité sera moindre parce que c'est pas un smartphone, mais ça me permet, moi, d'avoir des repères sur l'écran. Euh, et aujourd'hui, j'en ai déjà un peu parlé à certains d'entre vous. Euh, je vais vous faire un... Je veux vous parler de l'écoute active. Alors là, vous allez vous dire, sans doute, mais qu'est-ce qui lui prend? Eh bien, donc c'est un cours de français. Donc c'est un cours sur la langue. Mais en fait, la langue, ça veut un peu rien dire. À quoi ça sert la langue? Il y a deux grandes fonctions qui ont été identifiées par un linguiste et un philosophe qui s'appelle Noam Chomsky. Et deux grandes fonctions de la langue. Il y en a d'autres, hein, mais bon, les deux grandes. L'expression et la communication. L'expression, bah, par exemple, vous, vous rédigez un poème, en fait. L'expression, elle n'a pas de destinataire. Vous chantez, vous parlez tout seul. C'est le besoin qu'on a tous, en fait, de mettre en mots ce que l'on ressent, mais pas nécessairement pour parler avec quelqu'un d'autre. Mais d'une certaine manière, pour parler avec soi, toujours, en fait. Euh, et l'autre, c'est la communication. Donc là, on est vraiment en rapport avec l'autre. C'est la fonction du langage qui est évidente à tout le monde. Alors, concernant l'expression, on va lui régler son compte assez rapidement. Ce qui se passe, c'est que il y avait moi j'ai grandi en Guadeloupe et, euh, et en fait il y avait une clandestine haïtienne en fait qui était euh, qui était femme de ménage et euh, et à un moment et elle parlait pendant qu'elle nettoyait, elle parlait en fait et euh, et en fait un jour mon père lui demande, elle s'appelait Rose, lui dit mais Rose, mais arrêtez de parler toute seule. Euh, Elle était engagée dans l'endroit où il travaillait, enfin bref. Et elle lui avait répondu, mais monsieur, je ne parle pas toute seule. Rose parle à Rose. Alors ça peut vous paraître peut-être un peu grotesque ou vide de sens, mais c'était très très fort. Je ne parle pas toute seule, Rose parle à Rose. En fait, elle avait plein de problèmes, elle avait deux petites filles qui étaient scolarisées mais qui n'avaient pas de papier, enfin bref, mes parents l'ont aidée beaucoup. Et elle était seule, et elle faisait en fait des conférences avec elle-même en fait. Bon là on est à la limite en fait de l'expression, puisque en fait elle s'est choisie elle-même comme interlocutrice, et voilà. C'est très important parce que penser sans mettre en mots, ça revient à avoir la sensation de penser sans réellement penser. Tous ceux qui ont tenu un journal ou qui ont voulu écrire, faire passer à l'écrit ce qu'ils ressentaient ou ce qu'ils pensaient, savent bien que au moment du passage à l'écrit, il y a une sorte de précipitation comme en chimie qui a lieu et qui clarifie beaucoup les choses, en tout cas. Alors on peut les trouver compliquées en les relisant, mais elles sont quand même très très beaucoup plus clarifiées que quand on plane simplement en regardant le plafond et en s'imaginant penser. Bon, mais c'est pas là-dessus que mon cours va porter. C'est donc sur la deuxième fonction, la communication. Donc la communication, il peut y avoir plein de gens en face, mais on va prendre la communication qui concerne une personne qui est en face. Et donc, ce cours sur l'écoute active, il ne porte pas en fait sur la texture même du langage, même si vous allez voir que si en fait. Mais quand vous communiquez avec quelqu'un, la qualité de votre communication, elle va dépendre de la qualité de votre français, de votre langage. Mais pas seulement, elle va dépendre énormément, au moins à 50%, si vous voulez mon avis à 90%, de la qualité de votre écoute. La qualité de votre écoute.
Et là, il y a un cours de français. Vous avez eu des cours de français pendant des années, bon, bien moins bon que celui que je vous dispense, mais bon. Et on a voulu vous apprendre à vous exprimer à l'oral, à écrire, bon, sur des classes de 40 élèves, donc ça n'a pas pu aller loin, quoi, en fait. Mais à aucun moment, vous remarquerez, vous n'avez eu de cours sur apprendre à écouter. Jamais, en fait. Peut-être qu'on vous a fait taire dans la vie réelle, vos parents, des professeurs. Mais faire taire quelqu'un, ça n'est pas le faire écouter, en fait. Vous le savez très très bien. Tout le monde le sait. D'ailleurs, quand on nous fait taire, c'est le meilleur moyen pour qu'on n'écoute pas, en fait, hein, parce qu'on est contrarié, donc on se ferme. Donc, et alors c'est très bizarre, parce que mettons que ça ne compte qu'à 50% dans la communication, donc il y a la moitié, en fait, des compétences nécessaires à une bonne communication qui n'ont jamais fait l'objet du moindre cours. Jamais. C'est vraiment bizarre. Alors, et moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, vous faire un cours là-dessus, sur qu'est-ce que c'est écouter. Et alors, pourquoi il n'y a jamais eu de cours? Pourquoi vous n'avez jamais reçu de cours sur qu'est-ce que c'est écouter? Pour une simple et triste raison. C'est que tout le monde s'imagine qu'il sait écouter. Puisqu'il y a des oreilles, en fait. C'est tout. Oui, je sais écouter, j'entends. J'entends. La personne parle, je l'entends. Oui, mais entendre, ça n'est pas écouter, sinon il y aura un seul verbe. Et en fait, écouter, c'est une compétence extrêmement complexe. J'ai presque envie de dire que c'est plus difficile que de parler. Et ça requiert des dispositions précises que je vais essayer d'un peu détailler. C'est un cours de débroussaillage, mais qui peut quand même vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et pourquoi est-ce que c'est essentiel? Parce que ce soit dans vos entretiens de recrutement, dans votre vie de tous les jours, là, c'est un cours pour la vie, hein, vous me connaissez, j'aime bien donner comme ça, augmenter les enjeux de mes cours, mais vraiment, c'est un peu pour me la péter, mais vraiment, en fait, j'y crois vraiment. Je pense que c'est très important dans votre vie de tous les jours, ce que je vais vous dire. Mais ça sera important dans toutes vos interactions professionnelles, hein, éminemment important. Donc, la première chose que je voudrais vous dire, parce que c'est la condition sine qua non pour que vous m'écoutiez, c'est que non, vous ne savez pas écouter. Bon, et c'est ça qui est difficile. Parce que comment expliquer à des gens qui ne savent pas écouter, donc qui ne m'écoutent sans doute pas, comment écouter? Voilà, ça va être un coup de peau en fait. Il va y en avoir quelques-uns qui vont un peu écouter, qui vont se dire quoi? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je ne sais pas écouter. Mais si, je sais écouter, là, je suis en train d'écouter. Non. Pourquoi tout s'apprendrait? Le vélo, à faire des crêpes, parler, lire, les mathématiques, tout. Écoutez, ça ne s'apprendrait pas alors. Manger avec un couteau et une fourchette. Tout, vous avez tout appris en fait. On vous a expliqué. Mais il y a plein de choses qu'on ne vous a pas expliquées. Et puis vous l'avez appris sur le tas en fait, en regardant, en observant, en imitant. La plupart du temps, à l'école, enfin dans le système scolaire, on transmet des savoirs, 2 plus 2 égale 4, le COD, etc. Des savoir-faire, dont en fait ils sont plus transmis. Comment prendre des notes dans les lycées professionnels, comment fabriquer en fait,
Vous-même, vous avez dans les TP, vous voyez, les cours de MT, etc. Ça s'appelle des savoir-faire. On comprend pourquoi. Donc il y a des savoirs purement théoriques, des savoir-faire. Mais s'il y a une chose qui n'est jamais transmise par le système scolaire, malheureusement, ce sont les savoir-être. C'est la troisième classe de savoir, en fait. Et l'écoute fait partie des savoir-être. Pourquoi est-ce que c'est un drame social, un drame humain? Parce que vous comprenez bien qu'il y a des gens à qui on n'a jamais expliqué comment dire merci, bonjour, quels étaient les codes, en fait. Pour dire ça rapidement, de façon complètement ridicule et grossière, toutes les populations déshéritées de banlieue, ce qui leur manque le plus, c'est pas de savoir que 2 plus 2 égale 4, ni de ne pas savoir comment on fait les crêpes. Ce qui manque le plus, c'est en fait des savoirs de base sur des codes de base qui n'ont jamais été transmis à ces populations. Soit parce qu'elles étaient immigrées en grande partie, donc elles arrivaient avec d'autres savoir-être, elles se sont retrouvées complètement paumées, d'autres codes sociaux, soit parce que la misère a déculturé en fait beaucoup de monde, puisque vous savez bien que la misère, voilà, par exemple quand on est SDF, on perd les codes de base, et puis ils ne s'appliquent plus à nous, parce qu'on a un statut de SDF, on est dans la rue, on est tout sale, les gens n'interagissent plus avec nous comme quelqu'un de normal, en fait. On ne veut plus pratiquer ces codes, il arrive un moment où on les oublie, on les perd de vue, on s'en sent plus digne, enfin bref. Donc là, je pourrais vous vendre que je vais vous transmettre un savoir-être, et c'est le cas. Mais je ne vous le transmets pas pour, je sais pas, vous améliorer, enfin si, mais je vous le transmets parce que c'est une technique et que c'est très important en fait. Ça va changer votre vie professionnelle. Voilà. Donc, le cours d'aujourd'hui relève davantage de l'éducation que de l'instruction. Il y a encore des mots qui permettent de voir clair. L'instruction, c'est la transmission de savoir. L'éducation, c'est quand on modifie le comportement de quelqu'un. Peut-être que certains d'entre vous se disent, mais j'ai pas envie qu'il modifie mon comportement, là, le cum, là, qu'est-ce que c'est cette histoire? Là, c'est trop important. Et ouais, si quelqu'un débarque et vous dit, je vais modifier ton comportement, enfin, ce que tu es, ta façon d'être. Oula, oula là 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 là. Et moi, je préfère vous le dire à l'avance. Parce qu'il n'y a pas de problème, hein. Si je vous dis, je vais vous apprendre une nouvelle règle d'orthographe, bon, ok, j'écoute pas, je m'en fous, quoi. Il change un peu la contenant, le contenu, mais il change pas le contenant. Il change pas la forme de ce que je suis. Il rajoute un truc que j'accepte ou que j'accepte pas, ou que j'accepte et puis que j'oublierai, c'est pas grave. Hein? Là, rassurez-vous, c'est tellement difficile de changer le contenant que vous pouvez m'écouter sans risque. Parce qu'une fois que vous aurez écouté ce que je vais vous dire, il vous faudra des années, dans le meilleur des cas, pour être en mesure de le mettre en place, de l'adopter, en faisant beaucoup, beaucoup d'exercices vous-même. Donc, tout le monde se détend. Alors, l'écoute active, donc l'art d'écouter. Du moment qu'on part du principe qu'on ne sait pas écouter, vous ne savez pas écouter. Déjà par rapport à entendre, simplement. Vous pensez simplement que c'est porter son attention sur ce que dit l'autre. C'est tout. Ça se limite à ça. Mais donc il y a entendre, écouter, et puis il y a l'écoute active. Ça veut dire quelque chose, hein, cet adjectif. Donc on va commencer un peu dans le désordre. Je cherche le meilleur moyen de vous vendre ma cam. On va commencer par des expériences d'échec de communication que vous avez dû vivre. C'est pas possible que vous ne les ayez pas vécues. Tout ce qui est malentendu. Dispute. Dispute dont on se rend compte après coup qu'on avait mal compris.
ou disputes dans lesquelles on se rend compte que l'autre ne nous écoute pas. Il fait une mine de nous écouter, il se tait à certains moments, etc. Mais c'est comme si on n'avait rien dit, en fait. La personne ne nous écoute pas, en fait. Pourtant, on a dit. D'accord? Vous avez déjà vécu ça. Vous avez dit tout ce que vous aviez à dire, précisément, vous l'avez redit, d'une autre manière, de plusieurs manières différentes. C'était vraiment compréhensible par un enfant de 6 ans, en fait. Et en face, c'est comme si vous aviez pété avec la bouche, en fait, au bout de 2 heures de discussion. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça n'est pas votre faute en termes de locuteur, en fait. On n'est pas en train de chercher un coupable. Visiblement, vous avez en face quelqu'un qui a fait mine de vous écouter, qui s'est tu, mais qui apparemment... Enfin, il n'y a rien n'est rentré dans sa tête. Il ne tient pas compte de ce que vous avez dit. Enfin, c'est comme si il ne s'était rien passé, en fait. Il y a une crise de l'écoute en face de vous. Ce qu'il faut savoir, déjà à la base, c'est que même lorsque vous faites attention, il y a un très petit pourcentage de ce que disent les autres qui passe dans votre tête. Techniquement, il y a 80% de ce que disent les autres. Alors, ils ne sont pas d'accord sur les chiffres, les linguistes, mais qui n'est pas entendu. Attention, je n'ai pas dit 20%. Je n'ai pas dit 30, je n'ai pas dit 60, j'ai dit 80. Le vrai chiffre, c'est 90, en fait. Et il y en a qui disent que c'est 80. Enfin bref. Ce qui veut dire que quand on lit un livre, quand on écoute quelqu'un, de ce que cette personne voulait nous dire, ne nous parvient que 20% à tout casser. Donc vous avez plein de gens qui disent que pour lire un livre et l'avoir entièrement lu, il faut le lire 5 fois. 10 fois pour les plus pessimistes. Puisqu'à chaque lecture, il n'y a que 10%. On ne retient que 10% du livre. D'où l'importance de la relecture, mais ça donnera lieu à un autre cours. Enfin, je ne crois pas parce que c'est trop pointu. Mais bon, là, on est sur l'écoute. Donc, on a... c'est une catastrophe, quoi. Alors, c'est la faute de personne. Ce qui veut dire que vous aussi, même quand vous écoutez, vous dites que vous êtes disposé à écouter, la grande majorité de ce que dit l'autre vous passe sur les côtés, quoi, en fait. Parce que vous savez bien que l'attention, elle est en pointillé, quelquefois elle part pendant un quart d'heure, enfin bref, vous voyez. Vous rajoutez ce que vous ne comprenez pas, vous rajoutez ce que vous avez croyez comprendre, mais que vous n'avez pas compris, c'est le pire. Finalement, de ce qu'a dit l'autre, il ne reste pas grand-chose. Vous imaginez bien à quel point c'est la formule idéale pour le putain de malentendu. Alors, et vous vous dites, bon, bah, c'est pas très grave, quoi. C'est pas très grave. Et vous pensez que les guerres, en fait, les guerres avec des millions de morts, les divorces, les séparations, les chagrins, des brouilles entre amis de 10 ans, vous pensez que c'est pas grave non plus, en fait. Vous pensez que un parent qui n'écoute pas son enfant, un enfant qui n'écoute pas son parent et qui, du coup, finit mort dans une voiture avec 4 de ses petits camarades parce qu'il a fait le mur pour aller en boîte. Et je ne parle pas d'une désobéissance, je parle d'un parent qui a expliqué quelque chose, qu'il fallait faire attention pour survivre, et puis l'enfant ne l'a pas écouté, en fait. C'est pas qu'il a désobéi, c'est qu'il a zappé tous les risques que le parent lui montrait, en fait. Et voilà, et dans l'autre sens, un parent qui n'écoute pas son enfant, un enfant qui lui dit, prenons un exemple au hasard, je veux faire ça dans la vie, et qui explique, en fait. Et le parent fait oui, mais non, en fait. Et l'enfant sent bien, en fait, qu'il n'a pas été écouté, en fait. Bon, vous avez tous vécu ça. Donc, vous voyez bien à quel point ça peut massacrer tout, en fait. De ne pas être écouté. Mais on ne peut rien faire concernant les autres, en fait. Très peu de choses. Ce qu'on peut faire, c'est changer qui on est. Ça, nous sommes chacun un empire. Si vous avez un pouvoir, c'est sur vous-même, pas sur les autres. Donc, on va tous abandonner la question de « les autres n'écoutent pas ».
on lâche l'affaire. C'est leur problème, c'est leur vie. On peut pas. On va se concentrer sur une question. C'est est-ce que moi, je sais écouter? Est-ce que moi, j'écoute bien? Est-ce que je suis un grand écoutant? Et la réponse est non. C'est pas grave, mais la réponse est non. Je vous le garantis. Même ceux qui s'imaginent qu'ils écoutent, parce que non. Qui se disent, ah, mais moi, je parle jamais, j'écoute tout le temps, etc. Ils se disent donc que ce cours n'a rien à voir avec moi. Non, 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 c'est pas parce que vous vous taisez que vous écoutez. Et c'est pas parce que vous écoutez que vous écoutez. Il faut me croire, en fait. Il faut. Là aussi. Mais c'est mon point de départ. En fait, écouter, ça suppose une chose. Un minimum de curiosité et de confiance. On va commencer par là. On n'écoute pas quelqu'un dont on s'imagine qu'on sait déjà tout ce qu'il va dire, ou que c'est un branque. On écoute quelqu'un parce qu'a priori, on se dit, tiens, cette personne a quelque chose à m'apprendre que je ne sais pas. Elle va dire quelque chose que je n'ai jamais entendu. Sinon, on n'écoute pas. Et même si la personne, du coup, dit quelque chose que vous n'auriez jamais entendu, vous ne l'écoutez pas. Donc, vous ne pouvez pas savoir et vous continuez à penser que cette personne est un branque. Une branque. Voilà, donc j'implore que vous m'accordiez un peu votre confiance. Et pour pouvoir écouter ce que j'ai à vous dire sur écouter. Voilà, donc personne ne sait écouter. Se taire, ça n'est pas écouter. Se taire et écouter, ça n'est pas écouter. C'est bizarre, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte vraiment n'importe quoi. Allez. Ben non, je raconte pas n'importe quoi. Alors, l'écoute active, ça a été inventé en fait. Il y a des linguistes, des psychologues qui ont beaucoup travaillé sur cette question. Elle est enseignée dans les écoles de commerce. Donc là, je suis pas en train, on n'est pas dans un cours, c'est pas une tocade de votre professeur. Hein. HEC, les SEC, il y a des cours, pas un seul. Hein. Il y en a plein sur, écoutez, l'écoute active en particulier. Elle est enseignée, évidemment, à l'ENA pour tout ce qui est diplomatie. Est-ce que vous voyez, si vous êtes diplomate et que vous n'écoutez pas, c'est très, 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 très chaud. Bref, elle est enseignée, c'est une matière, mais à un certain niveau. Un niveau, je pense, qui vous intéresse. Enfin, si vous voulez faire partie appartenir au haut de la chaîne alimentaire, sociale, en fait, et je dirais humaine. Non pas qu'il s'agisse d'être le prédateur des autres en écoutant activement, mais il s'agit d'être beaucoup plus puissant. Donc, alors, je regarde là, voilà. Alors, un point. Donc, vous pouvez noter au fur et à mesure. À chaque fois, je vous dirai un point important. On va les faire un peu dans le désordre, mais à la fin, ça fera sens. Le premier point, c'est instaurer un climat de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous savez très très bien que si vous êtes dans une situation de stress, vous n'écoutez pas. Et c'est la même chose pour les gens en face. Si vous voulez être écouté, il faut que ça se déroule dans un climat de confiance. On n'explique pas à ses parents quelque chose alors qu'ils sont pressés d'aller au travail ou qu'ils viennent d'avoir une journée abominable ou que ses 2 petits frères et 3 petites sœurs de respectivement 8, 7, 6, 5 et 4 ans sont en train de redécorer l'appartement au feutre et que les parents courent dans tous les sens. On n'explique pas, on ne s'exprime pas dans un climat de colère. En fait, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Si vous êtes engueulé avec quelqu'un, alors vous allez me dire, mais comment on sort de la colère si on ne s'explique pas? Eh bien, on sort de la colère pas avec des explications, en fait. On sort de la colère avec de l'amour. Et donc, on sort d'abord de la colère par l'amour, comme ça, sans explication. L'amour au sens large, hein, au sens...
on rétablit la connexion avec la personne, la confiance, tout le monde se calme. Évidemment, il faut des personnes de bonne volonté en face, mais on commence par soi. Il faut déjà être soi de bonne volonté. Et puis une fois qu'on s'est calmé, qu'on boit un verre ensemble, qu'il y a du calme, qu'on a du temps, et que les deux personnes veulent régler le problème, mais qu'il y a une atmosphère de confiance et de reconnexion, malgré le problème, les deux savent qu'il y a un problème, à ce moment-là, on peut être écouté. Et on a une chance de parvenir à écouter. Pas avant. Donc, la question du climat. La question du climat est absolument essentielle. Donc, c'est une notion, hein, ce n'est pas un concept, le climat. Mais, dans combien de circonstances, l'ambiance a complètement transformé ce que vous avez vécu, en fait, avec quelqu'un. Hein, vous savez très très bien, hein, une fois que l'ambiance est morte, c'est fini, quoi. Ça va de la soirée à la virée entre potes, à la discussion amoureuse, enfin, je veux dire, l'atmosphère, l'ambiance, waouh, ça change tout, hein. Voilà, et ben ça se travaille, en fait, l'ambiance. Et ça se travaille sur une base de confiance, en fait. Le deuxième point, être pleinement disponible. Alors, on l'a déjà abordé. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas vraiment vous exprimer et être entendu ou écouter les autres si vous n'êtes pas disponible. Il faut se rendre disponible. Alors vous allez dire, ah oui, c'est très abstrait. C'est pas très abstrait. Ça veut dire que quand quelqu'un vous parle, vous passez pas votre temps sur votre téléphone. C'est ça que ça veut dire en 2020, en fait. Et je vais plus loin. Quand vous voulez avoir une discussion très importante, vous désactivez votre téléphone. Parce que même si le téléphone est posé à 2 mètres, mais si vous entendez, si toutes les 15 secondes, il y a une putain de notification, ding dong, ding ding, entre WhatsApp, Messenger, je sais pas quoi, enfin, bref, vous êtes en permanence distrait, en fait, c'est humain. Oh, c'est qui? Oh. Donc en fait, se rendre disponible, c'est ça, en fait. C'est se rendre disponible. Supprimer les sources de distraction. Éteindre son téléphone. Éteindre son téléphone. Ne pas regarder ailleurs. Dégager le chien dans le jardin. Enfin, se rendre disponible. Parce que pour être pleinement disponible, il faut se rendre pleinement disponible. Alors ensuite, là, ce qu'ils disent, c'est se mettre à la place de son interlocuteur, écouter au-delà des mots, nanani, enfin bref. Après, ils partent dans des considérations générales que moi, je vais aborder de façon plus précise. Avant ça, donc, vous vous êtes rendu disponible et il y a un climat de confiance. Il y a un climat de confiance et vous êtes rendu disponible et l'autre est disponible. C'est la base, ça, en fait. S'il n'y a pas ça, vous oubliez, en fait. Vous oubliez. Vous pouvez écouter une ou deux phrases, mais vous ne pouvez pas rentrer dans une grande discussion. C'est mort. Oui, ça ne dépend même pas des personnes. L'échange va être une faillite, un échec. C'est tout. Donc, savoir écouter, c'est déjà faire ça. C'est déjà mettre en place les conditions de sa propre écoute et de l'écoute de l'autre. Avant même d'avoir commencé la discussion, avant même d'avoir parlé ou d'avoir écouté, c'est mettre en place les conditions physiques et psychologiques d'un échange où ça passe, en fait. Les informations passent. Mais, une fois qu'on est dans cette situation, donc il y a un climat de confiance, vous êtes rendu disponible, l'autre aussi, deux personnes de bonne volonté. Ben, ça peut dégénérer, hein. Mais je te dis, enfin, c'est fragile, un climat. Fragile. Très, très fragile. Et nous, notre question aujourd'hui, c'est comment écouter. Eh bien, il faut suspendre. Alors, vous savez très très bien, il faut suspendre son jugement.
il faut euh, c'est pas son jugement. Euh, on aborde toute conversation en étant persuadé de déjà savoir ce que l'autre va dire, de déjà avoir tout compris. On n'a pas besoin qu'il nous parle, on a déjà tout compris. Et on va lui répondre, on va bien lui mettre son nez dans la merde en fait. Même si c'est quelqu'un qu'on aime, bien lui montrer à quel point le badass c'est nous quoi. C'est nous qui avons raison, c'est nous qui avons compris, c'est nous. Parce qu'on a déjà tout compris, c'est bon, on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire. Il n'a pas encore parlé. Hein, il y a Marshall Rosenberg, l'inventeur de la communication non violente, qui a cette citation très très forte qui dit: on a un seul choix à faire dans la vie, avoir raison. Non, être heureux ou avoir raison. Être heureux ou avoir raison. Donc on a toujours raison, nous. Toujours raison. On sait déjà tout. Parce que l'autre, on sait déjà tout. Quoi. En fait, c'est débile. La plupart du temps, quelquefois, on savait à l'avance ce que l'autre allait dire. Et souvent, c'est faux. Et souvent, il y a plein de détails qui changent complètement la donne et on ne savait pas qui la personne allait les dire. Donc, en fait, la première chose à faire, c'est de suspendre ces certitudes, en fait. Se dire, pour écouter, la première chose à faire pour bien écouter, c'est de se dire, je suis persuadé de savoir ce que l'autre a à dire. Je sais déjà ce qu'il va dire, j'ai déjà tout compris, j'ai déjà les réponses. Je suis dans une telle impatience de lui patater la gueule, mais non, on ne fait pas ça. On se dit, étant persuadé de ce que l'autre a à dire, de déjà savoir tout ce qu'il va dire. 1. 2. Étant en plus impatient de lui mettre son nez dans la merde. Bien, malgré tout ça, je vais partir du principe que je ne sais pas. Je vais suspendre en fait toutes ces certitudes. Et en plus, je vais donner à l'autre le temps de s'exprimer. C'est-à-dire que je suis tellement impatient de lui mettre le nez dans la merde, de lui montrer que c'est moi le boss, mais je ne vais pas faire ça, je vais faire le contraire. Je vais être très patient. Je vais lui donner le champ libre, un temps de parole jusqu'à ce grand temps de parole, ce dont l'autre aura besoin. Et puis, je vais partir du principe que je ne sais pas en fait, ce que la personne va dire. Que je vais me dire, je vais avoir des surprises en fait. Je vais partir du principe que je vais être surpris, alors que je suis sûr que non. Et là, vous vous dites, mais monsieur, ok, mettons que je vous écoute et que je veuille faire ça, mais comment on fait? Parce que comment on jugule l'impatience? Et comment on jugule le fait d'être certain, mais vraiment certain de savoir ce que l'autre va dire. Alors, juguler l'impatience. Je vais vous donner un truc, moi ce que j'utilise. Quand vous êtes impatient de mettre, d'écraser, de mettre le nez dans la merde, de mettre le nez de l'autre dans sa merde, sachez une chose, vous pouvez le faire dans 1 heure. Et en plus, vous le ferez mieux, parce que si la personne a parlé, vous avez pris des détails, enfin vous allez vraiment écraser bien le nez dans sa merde à la personne. Donc, d'où je tire, moi, ma capacité à la patience, c'est que je sais qu'on est toujours à temps de crucifier quelqu'un, en fait. Pourquoi se presser? Je vais laisser parler, c'est rigolo, quoi. Je vais laisser parler à la personne, il y a toutes les chances qu'elle s'enfonce encore plus, et qu'elle me file des clous, en plus, pour la crucifier, dans 1 heure. Oui, je pourrais direct la crucifier là. Pourquoi? J'ai le temps. Je vais jouer, en fait, comme le chat avec la souris. Et à la fin, je la massacre. Donc, vous voyez, il faut faire appel même, il faut contourner ces instincts mauvais en jouant comme ça avec ces instincts mauvais. On les manipule avec eux-mêmes, en fait. Donc voilà, le secret de la patience, c'est la cruauté du chat. La cruauté du chat. Moi, quand je pense que quelqu'un a tort, que je sais qu'il va dire des conneries, si vous croyez que je vais l'interrompre, vous vous trompez. Hein. Je vais attendre que la personne, mais se vautre, s'étale dans sa connerie. Et après, je vais la piétiner, en fait. J'attends, je jubile d'avance, en fait.
Donc ça, c'est pour avoir une grande patience. C'est comme ça qu'on fait à l'intérieur de sa tête, pour laisser à l'autre le temps. La deuxième chose, être certain de savoir ce que l'autre va dire. Ouais, je suis certain de ce que l'autre va dire. Alors ça, c'est compliqué parce que il faut avoir de l'expérience, avoir été surpris. C'est-à-dire avoir été plusieurs fois certain, absolument certain de savoir ce que l'autre allait dire, et l'autre nous a dit quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Au moment où je vous parle, on n'a pas le même âge, donc il faut que vous me croyiez sur parole. Ça m'est arrivé plusieurs fois, enfin plein de fois. Pas, il y a une majorité de fois où ça ne m'est pas arrivé. Mais il y a quand même plein de fois où ça m'est arrivé d'être extraordinairement surpris par ce que me disait l'autre. Alors même qu'au début, quand il parlait, je me disais, c'est bon, il va dire ce que j'avais prévu qu'il allait dire. Et donc maintenant, en fait, je fais moins d'efforts pour suspendre mes certitudes, en fait, mes préjugés sur ce que va dire l'autre. Parce que je sais, j'ai fait l'expérience d'énormes surprises. Donc je me dis toujours maintenant dans un coin de ma tête, ouh là là, on ne sait jamais ce que l'autre va me sortir. Je ne sais jamais ce que l'autre va me sortir. Donc, qui m'a de confiance. On se rend disponible. On est patient. On donne à l'autre le temps qu'il faudra. Parce qu'on sait que de toute façon, ça sera encore plus agréable de le crucifier dans 1 heure. Et 4, on a appris que quelquefois, d'énormes surprises survenaient alors qu'on était persuadé de savoir ce que l'autre allait dire. Et donc, on part pas. On est beaucoup moins persuadé de savoir. Ça, ce sont des conditions pour écouter, vraiment écouter ce que va dire l'autre. Comprenez? Il y a ensuite une autre condition qui est le langage corporel de l'écoute. Vous faites tout ça, vous êtes en face de la personne et vous n'avez pas votre téléphone. Vous n'êtes pas impatient, vous n'êtes pas persuadé que... Mais pendant que la personne vous parle, vous regardez ailleurs, il y a une mouche, vous êtes comme ça, vous enlevez un truc entre les dents. Comprenez bien que la personne, elle, ça va complètement la déstabiliser. Or là, on n'est pas dans Schopenhauer, on est dans le contraire de Schopenhauer. Je parle des cours précédents. C'est-à-dire que l'idée, au contraire, c'est d'être dans la connexion la plus sincère, le maximum. Mais mettons que, malgré ça, vous regardez la mouche, vous grattez les dents, vous écoutiez parfaitement la personne. Tout ce qu'elle dit, de façon très intense et très honnête. Mais c'est pas le problème, en fait. Parce que la personne en face, même si vous l'écoutez parfaitement, vous lui envoyez des signes du fait que vous l'écoutez très imparfaitement. Et donc, ça flingue la communication. Ça l'empêche de s'exprimer correctement. Ça la déstabilise émotionnellement, psychologiquement. Ça fait échouer la communication. Et donc, il faut donner des accusés de réception. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de montrer qu'on écoute attentivement à quelqu'un. Il vaut mieux faire croire à quelqu'un qu'on l'écoute attentivement alors qu'on fait la liste des courses dans sa tête, que l'écouter très attentivement, mais sans donner aucun signe de cette attention. Ça veut dire quoi écouter attentivement? Ça veut dire regarder la personne. Ça veut dire ne pas lui répondre avec des mimiques. Si elle est en train de parler, vous faites... Vous êtes déjà en train d'interrompre, en fait. Vous l'interrompez. Il n'y a pas de mot, mais vous l'interrompez. Donc ça a une certaine impassibilité, en fait. Quand on écoute attentivement, on marque son attention avec le regard, mais on enlève des traces de réponse corporelle, en fait, sur le visage, etc. On réserve la réponse au langage plus tard. Et de temps en temps, on dit oui. On produit des petits
Vous avez déjà parlé à quelqu'un au téléphone pendant un certain temps et la personne ne fait aucun bruit. Et au bout d'un moment, vous arrêtez, vous dites allô, allô, t'es toujours là? Oui, oui. Puis vous recommencez. Puis encore 3, 4 minutes après, allô, allô, t'es toujours là? Oui, oui. Et la personne vous engueule presque de lui demander si elle est toujours là, mais c'est elle qui ne fait pas le travail. Parce qu'elle ne vous interrompt pas, mais elle n'envoie pas des petits bruits du style ah. Donc, vous voyez, à ce type d'expérience, vous pouvez vous rendre compte de ce qu'on appelle ce qu'on pourrait appeler des accusés d'écoute, comme il y a des accusés de réception. C'est-à-dire que vous montrez, vous envoyez des petits accusés à l'autre. Comme il y a un accusé de réception, vous recevez une lettre et puis la personne reçoit une preuve que vous avez bien reçu la lettre. Eh bien, là, dans une conversation, si vous voulez être dans la véritable écoute, vous devez marquer votre attention à l'autre et lui envoyer régulièrement de tout petits accusés du fait que vous continuez à l'écouter, que vous l'écoutez avec attention. Oui, vous êtes toujours là, régulièrement. Eh bien, ça, mes amis, c'est le premier stade, c'est le début, c'est le frémissement de ce qu'on appelle l'écoute active. Pourquoi active? Parce qu'elle est active. Vous écoutez, mais vous ne faites pas que ça, puisque vous envoyez des petits accusés de réception, puisque vous signifiez à l'autre, vous lui donnez des micro-marques du fait que votre attention est maintenue et que vous avez entendu ce qu'il a dit et que vous êtes toujours là. On est d'accord que c'est une forme d'activité. C'est la base de l'écoute active. Vous vous rendrez compte qu'il y a plein de gens qui ne le font pas. Plein. Le nombre de vos amis à qui vous parlez, qui regardent ailleurs, qui regardent leur téléphone, on en a parlé pour se rendre disponible et tout, mais je ne vous parle pas de ça. Le nombre de gens qui ne vous répondent pas dans les yeux, qui vous répondent sans avoir tourné la tête, le nombre de gens qui vous écoutent, qui vous fixent, même dans la vie réelle, je ne parle pas seulement au téléphone, pendant 5-10 minutes, et à un moment, alors que vous continuez à parler, vous vous dites, mais est-ce que la personne est morte en fait? Peut-être que son âme a été enlevée par une entité extraterrestre, parce que j'ai l'impression que j'ai une statue en face. Ce sont des gens qui ne font pas ça, parce qu'on ne leur a pas appris, en fait, ou alors leur esprit vagabond, ils ne sont pas capables de se focaliser. Tout ça, ça s'apprend, en fait. Hein. C'est comme l'aïkido, le tai chi, ça s'apprend, en fait, la maîtrise de soi. C'est un truc de Jedi. Donc déjà, je vais vous dire une chose. Déjà, si tous, à l'âge que vous avez, pour le restant de votre vie, vous appliquiez, quand vous voulez avoir une conversation importante, ce que je viens de vous dire, climat de confiance, se rendre disponible, et pratiquer des accusés de réception, en fait, suspendre son jugement, suspendre son envie de répondre, et envoyer des accusés de réception réguliers qui tous confirment à la personne qui parle que vous l'écoutez attentivement. Vous l'écoutez attentivement parce que vous l'écoutez activement. Pas comme une grosse limace posée sur une pierre à côté d'eux. Non. Vous êtes comme un Gaule. Le Gaule, il n'est pas en train de fumer une cigarette. Il va se recevoir un ballon. Un peu comme écouter, quoi. Vous allez recevoir quelque chose, en fait. Soit vous êtes là, vous regardez les gradins, vous en grillez une. Oh, elle est bien cette herbe. Elle est bien entretenue. Soit vous êtes au centre du goal, et comme ça. Et l'attaquant s'approche et il voit bien que vous êtes sur le qui-vive, en fait. Et pourtant, vous n'êtes pas un joueur dans l'équipe de football. Enfin, je veux dire, vous courez pas, vous tapez pas dans le ballon. Enfin, le goal, c'est ça, écoutez. Être sur le qui-vive et montrer à l'autre, voilà, qu'on fait tout pour récupérer, ce qui veut dire qu'on fait tout pour l'attraper, en fait. On est là, voilà. Sinon, le ballon, il passe pendant que vous êtes en train de regarder les gradins. C'est ce qui se passe la plupart du temps chez les gens, en fait. Donc, non seulement il faut que vous soyez un goal, mais il faut le montrer à l'autre, en fait. Il faut le montrer. C'est ça, une bonne écoute. Ça, c'est le premier stade.
Alors, attendez, parce que il faut que je regarde la suite. Ça, on a vu. Avoir un esprit ouvert, on l'a vu. Enfin, moi, je n'appelle pas ça un esprit ouvert. Ça ne veut rien dire avoir un esprit ouvert. Tout le monde va dire j'ai un esprit ouvert. C'est suspendre ses idées, ses jugements, de manière à laisser une possibilité aux autres de nous parvenir, en fait. Être concentré sur les mots de l'autre. Alors, ouais, tu parlais. Et voilà. Alors, une chose très importante, nouveau point. Être là pour écouter et pas pour résoudre. Écouter, c'est quoi? Vous allez vous dire, mais il y a un problème, il faut qu'on le règle, il y a un problème. Non, 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 non. La course à la solution, c'est le meilleur moyen pour ne pas écouter l'autre. Parce que vous êtes tellement pressé, en fait, de régler le problème, et puis vous avez vos idées bien claires sur la solution, hein, que là, on retrouve la question de la patience. C'est bon, les idées de l'autre, on s'en fout, les solutions de l'autre, on s'en fout, parce que moi, je sais comment on va régler le problème. Et ça, c'est une catastrophe. Et donc, encore Marshall Rosenberg explique que ce qui importe, ce n'est pas la solution, c'est la connexion. C'est-à-dire que tant que vous êtes en connexion avec l'autre, c'est-à-dire que vous continuez à vous parler, vous n'êtes pas en train de hurler, parce que la colère, c'est un moyen, c'est fini, il n'y a plus de connexion, c'est l'essentiel. Donc quand vous écoutez, au lieu d'avoir en tête le souci de solutionner, de résoudre, il faut que vous ayez en tête le souci de maintenir la connexion. Et là, vous vous dites, mais monsieur, mais du coup, on va parler 5 ans et on n'aura pas la solution. Si, elle va venir toute seule. C'est contre-intuitif, mais la solution, elle va se présenter toute seule. Si vous vous écoutez bien, si vous écoutez bien, que l'autre écoute bien, vous allez la trouver ensemble. La solution, elle va surgir comme ça, dans la conversation. Elle va dire, coucou, me voilà. Ah, il faut me croire. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous êtes là, si vous écoutez avec en tête l'idée de résoudre le problème, vous n'allez pas écouter. Il faut plutôt avoir en tête l'idée de maintenir et d'améliorer la qualité de la connexion, la qualité de votre écoute. Écartez cette idée de régler le problème, en fait. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce que c'est contre-intuitif. Et moi, je vous dis que plein de gens, si les guerres, les divorces, les brouilles entre amis, etc. interviennent, et c'est l'histoire du monde, hein, c'est parce que c'est contre-intuitif. Oui, je veux dire, ce que je vous raconte, mais c'est ça qui marche, en fait. Voilà. Pourquoi quand on tape sur le genou de quelqu'un, hop, la jambe se lève, c'est comme ça, c'est un réflexe. C'est un réflexe à la con. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de... Oui, vous voyez, vous êtes en train de boire un café, on vous demande l'heure, hop, vous regardez et pouf, vous versez tout le café sur les chaussures. C'est arrivé des milliards de fois, ça arrive des milliards de fois, ça arrivera des milliards de fois, c'est un réflexe à la con. Et bien c'est pareil là, c'est un réflexe à la con de vouloir régler le problème quand on écoute quelqu'un. D'en être déjà à vouloir régler le problème, d'être avec ça en tête. C'est pour ça que comme c'est un réflexe, tout le monde fait comme ça. Et du coup, le monde est à feu et à sang. Et si vous faites partie des quelques-uns qui n'ont pas ce réflexe à la con, vous pouvez être top of the world. Quoi. Là, vous allez gérer. Quoi. Vous allez être... vous ne devez pas connaître cette référence, mais je vais quand même la sortir. Mais vous allez être propriétaire, pas locataire. Donc, voilà. Ça, c'était... J'ai planté le paysage. Là, je vais vous faire la deuxième heure plus en détail.